L'invité de la matinale, responsabilité, plaidoyer pour l'action. C'est le titre du rapport que l'ancien député européen centriste et l'actuel président de Renault viennent de publier pour l'Institut Montaigne. Et pour tous ceux qui pensent que notre pays est incapable de prendre des décisions à la mesure des enjeux. Jean-Dominique Sénard, bonjour. Bonjour. Président de Renault, merci d'être venu parler aux auditeurs de Radio Classique ce matin. Avant d'évoquer ce rapport co-signé avec Jean-Louis Bourlanges, ancien député européen, j'aimerais avoir votre sentiment sur cette proposition de Clément Beaune du commissariat au plan. Il propose des droits de douane de 30% face aux produits chinois pour protéger notre industrie. Vous, qui connaissez très bien l'industrie française, est-ce que c'est une bonne idée ? Les droits de douane sont des solutions qui, en général, sont temporaires. Il faut faire très attention avec les droits de douane, ça dépend comment on les manipule. Vous me posez la question, l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est ce qui s'est passé avec le plan Biden aux États-Unis, qui, à l'époque, était un vrai plan protectionniste, il ne portait pas ce nom, où les droits de douane ont été considérablement augmentés, mais il y avait bien autre chose en plus, c'est-à-dire une politique extraordinairement déployée, développée, de transition écologique, avec les moyens de subvention et le temps qu'il fallait pour faire cette transition. Et donc, je dirais, une politique totalement structurée, avec un ensemble de mesures cohérentes, etc. Honnêtement, du point de vue des États-Unis, ce plan Biden était extraordinaire. Alors, les droits de douane en tant que tels, peut-être, temporairement, même si je pense que s'agissant d'un certain nombre de produits produits en Europe, comme l'automobile par exemple, la meilleure défense c'est un éco-score aux frontières et non pas des droits de douane purs, parce que l'éco-score, et je dirais en plus, ajoute une dimension écologique et de décarbonation qui est extrêmement utile. Après tout, on sait le faire. Mais voyez-vous, droits de douane, oui peut-être, mais pas que. Et à ce moment-là, il faut autre chose avec, et une politique très structurée pour pouvoir accompagner cela. Vous évoquez l'industrie automobile que vous connaissez bien. Il y a eu Michelin, maintenant il y a Renault. Certains disent que cette industrie peut mourir aujourd'hui. Est-ce que vous êtes de cet avis ? Ouais, alors je l'entends beaucoup. C'est une autre façon d'envisager le déclin de l'Europe. Je me bats, et je crois que les équipes de Renault se battent pour exprimer le contraire. On va tout faire pour résister dans un moment qui est effectivement difficile, où la géopolitique joue un rôle beaucoup plus important qu'autrefois, et où effectivement l'Europe, où nous sommes particulièrement présents, est ouvert à tout vent. Et franchement, je vous le dis franchement, et c'est pas de la langue de bois, ça nous met, une pique dans le dos pour nous inciter à être encore meilleurs. On n'a pas gagné encore ce pari, mais on a tout ce qu'il faut pour le gagner. Et je vous le dis franchement, regardez ce qui se passe aujourd'hui, on arrive tout de même à produire des véhicules qui sont plutôt sympas, que les gens apprécient, de qualité. On a fait des progrès considérables de ce côté-là. Ils sont encore trop chers, j'entends bien. Nous savons ce qu'il faut faire pour réduire le coût. Il nous faut un peu de temps. C'est pour ça d'ailleurs que cette transition, je dirais, vers la décarbonation de la mobilité demande toujours un peu de temps, ce que les gens oublient. Et puis aussi, faire que nous ne soyons pas seuls, que l'Europe protège un peu cette industrie en menant des stratégies comme les Chinois ont pu le faire pendant 25 ans. Je pense notamment à la dépendance que nous avons aujourd'hui par rapport au monde extérieur sur la question des semi-conducteurs et ou, surtout, les matières premières ou les terres rares. Ces éléments-là qui ont été négligés quand les décisions étaient prises sur 2035, eh bien aujourd'hui on est face à elles. C'est pas pour ça que nous est découragés. Vous savez que Renault a installé en France l'essentiel de sa technologie électrique. Toute la valeur ajoutée est là, le pari est fort, le pari de la France, je l'ai toujours fait, je l'ai fait chez Michelin, je le referai ici. Maintenant, il faut qu'on soit pas seul, c'est jamais gagner l'avance. Alors justement, le pari de la France, il faut le faire. Encore faut-il que la France fasse le pari d'elle-même. C'est un peu le sens du rapport que vous avez rédigé avec Jean-Louis Bourlanges, que je salue au passage, car je sais qu'il nous écoute assez régulièrement. Est-ce que vous pouvez partager avec les auditeurs de Radio Classique les principaux constats que vous faites dans ce rapport, et ensuite on passera immédiatement aux propositions que vous faites. Oui, avec Jean-Louis et l'Institut Montaigne, on a réfléchi au point que aujourd'hui beaucoup de nos compatriotes cherchent les moyens de sortir de cette forme de dégradation, de sentiment de déclin, de déclassement, pour eux-mêmes comme pour le pays. Il y a beaucoup de gens qui aiment ce pays, voyez-vous, et
on cherche des moyens pour se dire, mais on reprend un peu les choses en main et on se redonne le moral. On recherche des nouvelles ambitions nationales. Celle-là en est une. L'idée de dire, au fond, que le constat étant clair que nos compatriotes ont besoin d'écoute, de respect et de reconnaissance, c'est sorti par tous les pores de la peau quand j'ai rédigé avec Sophie Thierry le rapport sur les assises du travail il y a 3 ans. Vous n'imaginez pas à quel point il y a une attente. Et au fond, cette idée de reconnaissance, de se sentir reconnu, c'est vrai dans son travail, c'est vrai à peu près partout, vrai pour le secteur privé, vrai pour le secteur public encore plus. C'est vrai aussi dans les territoires, sur les organisations de l'État. Tout est cohérent et repose sur le fait qu'on a besoin de responsabiliser les gens. Et donc ce principe d'action pour mettre la responsabilité au cœur de notre vie économique et sociale, c'est ça l'esprit. Et il y a des leviers pour ça. Alors justement, la notion de responsabilité, c'est pas quelque chose dont on entend parler souvent. On entend parler de pouvoir d'achat, on entend parler de décentralisation, on entend parler de transparence, mais la question de la responsabilité, c'est pas quelque chose qui vient naturellement aux Français, parce qu'évidemment, il y a cette centralité du pouvoir. Dès qu'il y a un problème, on lève les yeux au-dessus de son épaule et on regarde que peut faire le chef. Vous avez absolument raison, il y a cette verticalité qui est une tradition française d'ailleurs depuis plusieurs siècles, et puis elle a été, j'allais dire, complexifiée par le fait que un peu partout, y compris dans les entreprises, on a créé des matrices de décision et des embrouillamini invraisemblables, ce qui fait que plus personne aujourd'hui ne sait qui est responsable de quoi, et parfois même les gens ne savent même pas s'ils sont responsables de quelque chose. Donc on a cette espèce d'image qui décourage, voyez-vous. Et les leviers dont nous parlons, il y en a 3 essentiellement. Le premier, c'est le fait de pouvoir faire prendre les décisions au niveau où il faut. Ça s'appelle la subsidiarité en termes un peu technocratiques, mais c'est quelque chose de fondamental. Et voyez-vous, dans notre territoire, nous allons, et pour en parler des propositions, modifier, j'allais dire, l'organisation des pouvoirs et de la fiscalité, de sorte qu'on arrive à faire justement ce dont nous parlons. Le deuxième levier, c'est la transparence. C'est fondamental. Il faut faire confiance aux Français. Il faut vraiment. Vous savez, leur dire ce que vaut vraiment un transport qu'on dit gratuit. Leur dire ce que vaut un acte médical. Et au fond, en toute simplicité, clarté, leur faire comprendre à quel point les coûts réels sont élevés alors que ça paraît gratuit. J'ai absolument la conviction que ça enclenchera chez les Français un processus de prévention et il faut faire confiance, qui sera absolument nécessaire. Et puis il y a un troisième levier, qui est celui qu'on appelle la reddition des comptes, qui n'a rien à voir avec une capitulation, mais qui est tout simplement le fait que l'on rend compte de l'autonomie qu'on vient de recevoir, c'est-à-dire qu'on s'entend responsable, et j'en réponds. Et ça, si vous voulez, c'est la chose la plus difficile qui soit, mais c'est le ce sans quoi les 2 premières n'ont aucun sens. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que les chiffres aient du sens, pas des chiffres d'annonce, mais plutôt des chiffres de résultats. Oui. Une transparence qui soit pas une inquisition sur le salaire d'un tel ou un tel, ou sur les frais de bouche de telle entreprise, mais plutôt une transparence sur le coût d'un scanner, sur le coût d'une hospitalisation. C'est ça, c'est tout à fait ce que vous avez dit, parce que rien que cela, ça faudrait prendre conscience du fait que si on paye des impôts, il faut quand même savoir pourquoi. Et aujourd'hui, on dissout un peu cet aspect-là des choses et on ne crée pas d'ambiance de prévention. Donc ça, ce point est essentiel. Le rendre compte et l'est presque encore plus. Encore une fois, transformer la culture de notre pays, que ce soit administrative ou pas d'ailleurs, en culture de résultats par rapport à des cultures de moyens. Je vois ce que je veux dire, c'est de dire, bon, enfin, mais de quoi on parle? Est-ce que l'on parle du fait que j'ai eu tant de personnes qui ont travaillé sur tel sujet, j'ai dépensé tel budget, etc. Mais pourquoi faire? Est-ce qu'on va un jour commencer à dire, mais est-ce que oui, on suit vraiment les demandeurs d'emploi qui ont trouvé un emploi dans la durée? C'est ça le résultat. Est-ce que quelqu'un qu'on soigne, il est soigné définitivement? Quel est le vrai sujet? Nous avons en France 2000 critères de moyens dans l'administration française. Nous préconisons qu'il en faut 5 par ministère et qu'en plus sur ces 5, les grands responsables de ces ministères soient, j'allais dire, suivis et puis en quelque sorte rémunérés de façon logique et cohérente par rapport à ces 5 critères. Jean-Dominique Senard, c'est du bon sens. Vous dites il faut arrêter les annonces, il vaut mieux une culture de résultats. Il vaut mieux que le temps fort soit pas le budget, où on tire des plans sur la comète et ensuite on voit ce qui a été réalisé ou pas, et généralement ça n'a pas été réalisé. Il faut que le temps fort soit la clôture des comptes. Ben vous avez raison, et il n'y a qu'à voir comment ça se passe aujourd'hui, de voir les lois de clôture des budgets. Personne ne s'en préoccupe.
Alors que c'est à ce moment-là qu'il faut pouvoir contrôler les actes de l'administration. Jean-Dominique Sénard, ce qui est frappant, c'est que d'autres avant vous ont fait ce constat de la responsabilisation, d'aller au résultat. Dans un livre intitulé Révolution, un jeune candidat à l'élection présidentielle en 2017 a fait un constat comparable. Il s'appelait Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à le faire? Parce que votre document rédigé avec Jean-Louis Bourlange, vous le trouvez sur l'Institut Montaigne, il est assez simple, il y a un résumé tout à fait clair. Et pourquoi on le fait pas? Je pense qu'il faut une volonté forte et je crois que c'est question aussi de courage parfois. Je pense qu'il y a des possibilités d'agir rapidement. Tout n'est pas simple dans cette révolution, il faut parfois du temps, et j'en suis bien placé pour le savoir. En entreprise, lorsqu'on a changé la culture du groupe Michelin, il a fallu quelques années, et ce n'est pas fini, mais c'est je crois vraiment maintenant définitif. En plus, quand c'est fait, ça marche merveilleusement. Vous voyez, changer l'état d'esprit, dire aux dirigeants, quelle que soit leur position dans le public, dans le privé, dans les territoires, que ils ne sont plus des hiérarchiques, mais que ce sont des gens qui transforment la mentalité des personnes pour devenir en quelque sorte des développeurs de talent, des personnes qui aident leur équipe à laquelle ils ont confié une autonomie pour résoudre les problèmes. C'est un changement culturel majeur. C'est pour ça que ça prend du temps. Voyez-vous, il ne faut pas penser que ça peut se faire en une seconde. Mais par contre, il y a des choses qu'on peut faire très vite. Et dans ce qu'on peut faire très vite, on donne quelques mesures, en particulier, je prends l'exemple des territoires, parce que je sais, ayant vécu 15 ans en province, à quel point il y a une attente, que de dire, au fond, maintenant, il faut redire à telle strate administrative, région, métropole, ville, intercommunalité, quelles sont leurs tâches exactes et qu'elles n'en débordent pas, et qu'on leur donne les moyens de le faire, c'est-à-dire un transfert de fiscalité. Je vous garantis qu'en faisant ça, en une législation, on peut transformer déjà l'état de la responsabilité du pays. Ce que vous dites, Jean-Dominique Sénard, ça me rappelle ce que les sorties de Jean-Louis Borloo à l'automne, où il disait que la désorganisation administrative de l'État nous coûtait des milliards. Voilà, il n'a pas tort. Alors je ne pourrais pas vous dire combien de milliards, mais j'en suis certain. Voyez-vous, il parlait de 150 milliards de mémoire, c'est peut-être beaucoup. Enfin, bon. C'est parce que c'est le budget de l'État qui est en déficit de 150 milliards. Moi je dis de temps en temps, c'est pas à Paris qu'on trouvera 150 milliards pour le combler, c'est en donnant la main aux gens qui sont en charge. Je vous garantis qu'avec les mesures que nous préconisons, en particulier pour ce sujet-là, très rapidement, les gens se sentiront en parfaite responsabilité. Oui, j'ai le droit de lever des impôts pour la tâche qui m'est fixée. Et voyez-vous, on est aussi pragmatique qu'on peut. On ne réclame pas à ce stade la suppression d'une strate. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que le jour où on en discute, on n'en sortira jamais. On a essayé combien de fois? Par contre, en faisant ce que nous proposons, peut-être qu'avec le temps, à l'évidence, les choses deviendront naturelles. Voilà. Et donc, responsabiliser le pays, c'est ça. C'est l'exemple qu'on a pris, mais il est valable dans les entreprises comme dans la fonction publique, où on parle par exemple de la question qui est lancinante des hautes autorités, je dirais indépendantes, des opérateurs de l'État. Imaginez-vous qu'il y a 430 opérateurs de l'État aujourd'hui, 400 000 personnes, elles sont de toute nature. Il y a des doublons. Mais de tous les côtés. Voilà. Ce qu'on dit, on ne peut pas nécessairement proposer de passer à la hache et de les supprimer, c'est souvent idiot. En revanche, on dit qu'il faut leur donner un mandat limité, 3 ans, que ça reste des exécuteurs de décisions politiques et que le ministre ait la main et la responsabilité devant le Parlement pour dire que cet organisme va fonctionner comme il le voulait. C'est assez simple, mais il faut le décider. Parce que vous savez ce qui se passe, c'est que le danger, et les gens ne sont pas en cause, la nature a horreur du vide. Ces organismes, finalement, vivent, au lieu d'être dans l'autonomie, finissent par vivre dans l'autogestion. Et ça, c'est le contraire de la responsabilisation. Jean-Dominique Sénard, en France, c'est l'élection présidentielle qui permet le changement. En dehors de l'élection présidentielle, la décision est compliquée, vous venez de le démontrer. Pensez-vous qu'il faut revenir sur cette élection qui détourne l'attention des politiques de l'action ? Aujourd'hui, ça devient urgent parce qu'on va finir par parler que de ça. D'ailleurs, le nombre de candidats qui se présentent, enfin, vous êtes encore mieux placé que moi pour les entendre, est juste un peu ahurissant, pardonnez-moi de cette expression. C'est pas les personnes qui sont en cause, elles ont tous une forme de compétence, évidemment, elles sont tous... Mais enfin, comment voulez-vous que les Français fassent un choix s'ils ne s'orientent que sur la question des personnes et pas sur le fond? Ce rapport est pour aider au débat, d'apporter finalement un peu d'envergure, d'apporter une question de vision, d'ambition nationale. Après tout, on en cherche tellement.
peut-être que si les candidats s'emparaient de ce sujet-là, eh bien, on aurait un débat de fond. Alors, certains disent que parmi ces candidats, il manque une figure économique venant du privé, venant du monde de l'entreprise. Et ça s'est accentué avec la colère des patrons. Il y a eu des rassemblements de patrons qui ont exprimé leur mécontentement. On vous a proposé, à vous, d'être Premier ministre. La rumeur a couru que vous aviez refusé, en tout cas. Décliné. Donc, vous confirmez? Oui. Pourquoi vous avez refusé? Parce que j'avais dans l'esprit, à l'époque, et j'étais très honoré par cette proposition qui m'a été faite par le président, ce n'est pas tous les jours qu'on vous propose de prendre les choses en main, qu'au moment où ça s'est passé, je n'avais ni le temps devant moi, ni la capacité d'agir. Vous avez fait une Delors ou pas? Qu'appelez-vous une Delors? Une Delors, c'est Delors qui n'y va pas, qui va pas à l'élection présidentielle parce qu'il sait qu'il n'aura pas de majorité. Non, mais personne ne s'attendait à ce que je sois Premier ministre, donc de toute façon, c'est pas le sujet. Delors, c'était peut-être plus naturel qu'il devienne président de la République, n'est-ce pas? Voilà. Donc, en fait, voilà, le vrai sujet, il est là, et je crois que je suis responsable d'entreprise, j'ai un devoir vis-à-vis de Renault. Je crois que la gouvernance de Renault marche maintenant plutôt bien. J'ai un absolu devoir de mener mon mandat. Vous savez, il ne faut pas partir à droite et à gauche simplement parce qu'on vous propose un poste, encore faut-il être capable de le mettre en œuvre. Jean-Dominique Sénard, merci d'être venu parler aux auditeurs de Radio Classique pour prendre connaissance de ce rapport dont je dis qu'il est simple, non pas à mettre en œuvre, mais en tout cas à lire et à comprendre. Vous tapez Institut Montaigne et vous tombez dessus immédiatement. Jean-Dominique Sénard, je profite de ce moment où vous êtes avec nous sur Radio Classique pour rappeler que Renault a reçu le trophée Radio Classique de l'entreprise de l'année. Absolument. Et on est très honoré que vous l'ayez accepté. Et moi, j'avais été très honoré de le recevoir, je vous assure. À bientôt, Jean-Dominique Sénard. À suivre le rappel des titres, Charles Bonner, la revue de presse d'Hervé Gattegno et nos esprits libres aujourd'hui, Sophie Obadia et Jean-François Colosimo, Radio